Nous sommes le 13 mai 1999. Je suis le commandant de bord du vol 714 à destination de Dakar. 188 passagers à bord, 12 membres d'équipage, un vol apparemment sans histoire. Nous commençons ce qu'on appelle la checklist avant mise en route des moteurs, et je reçois un appel du steward de l'arrière qui me dit « Écoute, j'ai un passager bizarre. Est-ce qu'on peut le débarquer ?» Alors, je dis « Écoute, si tu dois débarquer tous les passagers bizarres et les équipages bizarres, il n'y aura plus personne dans les avions. Donc tu le mets au dernier rang, tu le surveilles, et puis on décolle. » Mise en route, roulage, décollage. Au bout d'un certain temps, on arrive en vol de croisière, niveau de vol 350, 35 000 pieds, 10 000 mètres en gros. Et puis je contacte les Espagnols, on arrive à la frontière. Madrid Control, Buenos Dias, Air France 714, Flight Level 350, Roger. J'avais à peine terminé ma phrase que la porte s'ouvre brutalement et je vois un malabar qui se précipite sur mes manettes de gaz, qui les réduit, qui se couche dessus. Bon, un avion sans moteur, c'est pas une situation d'avenir. Je regarde, je lui dis, mais il faut pas toucher, parce qu'on comprend pas, quoi. Et là, j'ai fini par comprendre qu'il était dans une situation pas facile, ni pour nous, ni pour lui. Donc je me détache, je commence à taper sur les mains pour qu'il puisse se retirer des moteurs. Je finis par y arriver, bien que les moteurs soient repartis parce que c'est un avion moderne. Même lorsque les manettes sont réduites, ça évite ce qu'on appelle les décrochages. Il m'échappe, il se précipite sur le copilote qui pour le coup était tout seul aux commandes et il lui prend les commandes de vol. Donc situation non plus sans beaucoup d'avenir. Je reviens à mon siège et ce miracle d'Airbus 340, un bel oiseau, eh bien, je reprends la priorité des commandes électroniquement, c'est-à-dire que le manche de droite, moi étant à gauche, était inopérant. Et je reprends les commandes. On appelle de l'aide. C'est très difficile d'immobiliser quelqu'un qui se débat sans avoir des moyens de contention, des menottes par exemple. Et j'ai regardé son visage, les yeux exorbités, et je me suis dit que, bon, il y avait un double problème, c'est que il voulait faire quelque chose, probablement se suicider, mais pas tout seul, et en même temps, il était paniqué. Il était paniqué parce qu'il arrachait tout ce qu'il y avait à sa portée de main, il tirait des breakers, etc. Et c'était très difficile de le contrôler. On a fini par le faire, puisque les secours sont arrivés, avec les stewards de l'arrière, avec même un passager première classe qui nous a donné sa ceinture en croco pour l'attacher. Et on a fini par l'immobiliser derrière nous. Et puis, mon deuxième problème, c'est que non seulement j'avais un fou à bord, mais j'avais l'équipage qui était devenu fou. Complètement paniqué à l'idée que quelqu'un pouvait prendre des commandes. J'ai dit, bon, c'est bon, on se calme, c'est bon. Il y en a qui est venu avec une hache, j'ai dit, arrête, c'est bon. On a appelé un médecin, il y a toujours un médecin à bord dans les avions. Je lui ai dit, va voir dans la boîte pharmacie, il y a peut-être quelque chose pour le calmer, tu lui fais une piqûre, mais il tremblait tellement que je ne sais pas s'il n'a pas mis une dose un peu forte. En tous les cas, je lui ai dit, on va essayer de le sortir, on va le mettre derrière le cockpit, dans une couchette, il y a des couchettes, et puis on va continuer comme ça sur Dakar, impossible de le sortir du cockpit. Donc il y avait les deux pilotes, moi et mon copilote, le gars derrière, 3 personnes dessus. Je lui ai dit, bon, ben, on va se dérouter. Alors je lance non pas un Mayday, vous savez, quand on est en situation de détresse, on dit Mayday, Mayday, Mayday. Là, c'était panne, panne, panne pour pas paniquer le contrôle. Et je leur dis, on retourne sur Bordeaux, c'est le plus près, et puis il y aura une assistance. On arrive sur Bordeaux et je dis au copilote, nous sommes en situation de stress, c'est là qu'on fait des bêtises. Donc on essaie d'oublier ce qui se passe juste derrière nous, on se concentre sur l'atterrissage, qui n'était pas prévu. Donc on se pose, on roule, et puis là, il y avait ambulance, il y avait tout le monde qui nous suivait avec les rotatos et tout, bon. Et je dis au médecin qui était encore là, je lui dis comment il va, et il me dit bon, son pouls est faible, mais ça va encore. Je lui dis écoute, on arrive dans 10 minutes au parking, ça va, parking, bloc, je me détache, je vais le voir, je le retourne. Je lui dis mais il n'est pas bien du tout là. Et en fait, il était mort. Mais on ne le savait pas encore. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir lui faire retrouver la vie, parce que finalement, c'était un pauvre mec. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Le SAMU est arrivé, on a essayé défibrillateur, et on a tout essayé. Au bout d'une heure, il est reparti dans le monde dans lequel il voulait aller, probablement.
Et je me suis retrouvé avec un problème qui n'était pas du tout le même, c'est que les passagers, à qui j'avais pourtant expliqué ce qui était arrivé, étaient, pour une certaine partie, pas très contents de la situation, en disant, certains, ils ont tué notre frère. Je viens avec mon uniforme, il y en a un qui me prend, il me dit, t'as tué mon frère. Je dis, c'est ton frère? Il me dit, non, mais c'est pareil. Je dis, mais moi, c'est mon frère aussi. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Peut-être maladroitement, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Pendant ce temps, les préfets, la gendarmerie, le transport aérien font leur enquête, ils interviewent tout le monde. J'ai dit, écoutez, c'est bon là, pas double punition, pas double peine. Ils ont déjà, ça fait 4 heures qu'on a décollé. On va redécoller pour Dakar. Non, non, mais il faut qu'on fasse notre enquête, etc. Pendant ce temps, Paris m'appelle en disant, vous n'êtes pas en état de continuer, on va vous envoyer d'autres pilotes. J'ai dit, pas question. Je suis le commandant de bord, j'accompagne les passagers jusqu'au bout. Je dis à mon personnel, à l'équipage, je leur dis, moi je continue, mon copilote continue, vous faites ce que vous voulez. On dit, on est avec toi, on continue, on est dans l'équipage. Et je pense qu'on a bien fait, parce que la situation s'est dégradée après. Une fois qu'on a réussi à calmer la cabine, on a été faire reconnaissance bagage pour savoir s'il n'y avait pas un bagage en trop. Ça pouvait être un attentat après tout, on ne sait pas. Et puis ça les a sortis de l'avion. Donc ça faisait déjà 5 heures qu'on avait décollé. Et puis finalement, on redécolle. On redécolle pour Dakar et là, j'ai senti un silence, mais vraiment un silence de mort, sans jeu de mots. Vraiment un silence pesant. Et au-dessus du Maroc, on commençait notre descente, ou pas loin. Je leur fais un petit discours sur la vie, la mort, sur ces choses inattendues, ces rencontres improbables. Et puis, silence total. On se pose, j'ouvre ma porte du cockpit pour leur dire au revoir. Ils sont tous venus m'embrasser. J'ai trouvé ça curieux. Et puis, dans la salle de débarquement, dans l'aérogare, il y avait des affiches. Ils ont tué notre frère, etc., etc. Et ces passagers ont été nos ambassadeurs. Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous n'avions pas continué avec eux. Et ce brave garçon, parce que c'était un brave garçon qui a voulu se suicider, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ça a servi de leçon pour mes camarades, les autres pilotes aussi, pour leur dire on a des situations inattendues, il va toujours nous arriver le pire. Et puis, ça m'a fait penser à une phrase d'Einstein qui disait « Il y a 2 choses qui sont infinies, l'univers et la folie des hommes. » Et en ce qui concerne l'univers, j'en suis pas tout à fait sûr.